Si tu connais déjà mon podcast, tu sais très bien qu'ici, je n'ai pas peur de parler de sujets corsés. Le balado corsé, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est l'espace où est-ce qu'on parle de coparentalité. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée, tu vas clairement trouver une astuce pour être capable de mieux communiquer avec ton coparent. Si tu es un intervenant ou un juriste, eh bien, tu vas aussi trouver du contenu fort pertinent pour, je te le souhaite, être en mesure de pouvoir accompagner encore mieux tes clients. Dans tous les sphères, tu trouveras sur mon site Internet formations, webinaires, accompagnements qui te permettront d'aller approfondir des fois du contenu que tu vas retrouver sur mon podcast. Je te souhaite un bel écoute parce que j'y mets tout mon cœur et ma passion, alors j'espère que tu vas avoir un épisode aussi agréable que moi j'ai à les faire. À bientôt! Bonjour à tous qui écoutent le podcast Corsé. Très heureuse de vous recevoir encore une fois cette semaine. J'avoue que cette semaine, l'épisode est un peu bonbon dans mon cœur parce que je reçois Dorothée Chrétien qui est psychoéducatrice, coordonnatrice aussi avec les services MAMIC qui offre en fait des services ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les gens de la communauté autochtone et en milieu urbain. Donc, bien entendu, à travers le Québec, il y a d'autres organismes, en fait, de ce genre que vous pouvez aussi retrouver. Cette discussion aurait pu durer des heures parce que il y a beaucoup de choses à faire encore par rapport, en fait, à la compréhension que les Allochtones, donc les non-autochtones, doivent encore apprendre, déconstruire des mythes aussi, en fait, tout autour de la communauté autochtone. Donc, avec Dorothée, on a vraiment discuté à essayer de briser des mythes, de comprendre, en fait, un peu comme l'historique, si on veut, de la réalité des familles, des individus autochtones. Si on pense, par exemple, aux pensionnats, si on pense aussi à la journée, justement, de la réconciliation. Qu'est-ce que ça l'a donné? Qu'est-ce que ça fait, cette journée-là? Qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? Donc, il y a beaucoup de mythes, hein, dans le fond, vraiment. Il y a des termes encore aussi, en fait, qu'on utilise en société ou d'aujourd'hui. Hein, si on pense aux mots indiens, réserve, c'est des choses qu'on dit plus. Et Dorothée nous explique pourquoi. Elle nous explique qu'en fait, qu'est-ce qui arrive en fait avec tout ça. Qu'est-ce que ça fait aussi à la communauté. Donc, elle nous parle aussi, et ça, j'aurais aimé ça qu'on aille beaucoup plus loin, fait qu'on aura peut-être la chance de la recevoir à nouveau, mais toute la puissance, si on veut, de l'apport au niveau des éléments. Comment les Autochtones, en fait, ont une... Moi, j'adore ça, je trouve ça vraiment inspirant, mais une communion, si on veut, en fait, avec les éléments. C'est pas toutes les communautés nécessairement, mais quand même. Le feu, l'eau, l'air, en fait, tout le transgénérationnel, l'impact aussi, dans le fond, du soutien de la communauté, des aînés. C'est extrêmement inspirant. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait à apprendre, je trouve, en fait, et de se ramener dans cette communion-là. Donc, la discussion, elle est importante, elle est nécessaire et elle est agréable. Alors, je vous souhaite une belle écoute et on se revoit bientôt. Bonjour à tous. Encore une autre belle émission et aujourd'hui, je suis fébrile, excitée de recevoir Dorothée Chrétien. Bonjour. Bonjour. Psychoéducatrice et coordonnatrice en intervention au Centre MAMIC. Qu'est-ce que c'est le Centre MAMIC? C'est un endroit où est-ce qu'on peut recevoir les Premières Nations en milieu urbain. Centre MAMIC, on en a 3, un à Roberval, un à Alma et un à Saguenay. On offre une multitude de services pour la clientèle. On a plusieurs volets. On a le volet éducation, où est-ce qu'on offre des services au niveau de l'aide aux devoirs. On va dans les écoles primaires, secondaires. On a des ateliers éducatifs en lien avec la culture, toutes des choses comme ça. On a le volet aussi de la petite enfance, où est-ce qu'on offre du répit aux parents qui en ont besoin. On OK. peut offrir le lieu pour des visites supervisées avec la protection de l'enfance, avec les parents et les enfants.
Nous, on offre le support aux parents et l'enrichissement parental aussi. On a des ateliers d'enrichissement parental, de groupe, des suivis individuels. On a aussi le volet santé, OK. où est-ce qu'on a, on offre des services, on a des infirmières à certaines places, médecins à Saguenay aussi, qui est là sur place, pas à temps plein, mais Non, mais quand même. qui vient à chaque semaine, qui offre des suivis médicaux ou changement des pansements, suivi de grossesse, allaitement, diabète, changement des plaies, des choses comme ça. On a le volet intervention aussi, où est-ce qu'on travaille fort aussi. On peut faire l'accompagnement pour des recherches des pièces d'identité, des logements, Ah oui, OK. aide pour des soutiens alimentaires ou les banques alimentaires. On fait partie aussi des tables de concertation pour aider à développer d'autres services, travailler en collaboration, en partenariat avec tous les partenaires externes, que ce soit communautaire ou par les CIUS. OK. Ou tout le monde judiciaire aussi, je présume, en fait, dans le fond, hein? Exactement aussi. Niveau judiciaire aussi. OK. On a tout le volet aussi avec la guérison au niveau de la spiritualité ou avec l'approche holistique, où est-ce qu'on fait des interventions de groupe. Des groupes de deuil, des groupes pour les femmes, des groupes pour les hommes. On a des groupes de sobriété. On a plusieurs activités de groupe où est-ce qu'on offre Wow! plein de services. OK, mais c'est extrêmement complet. Vous touchez à toute À la toute la clientèle. clientèle. On offre même des services à pleine lune. À chaque pleine lune, Pour vrai? on fait les cérémonies pour les femmes, pour la Pour les pleine cycles lune. menstruels? Ben, pas en lien, oui, un peu en lien avec Pour les ça, mais lunes? c'est plus par rapport à Cocum la lune, par rapport à parce que nous, les femmes, on est des porteuses d'eau et nous, on a le don de donner la vie. Fait que c'est à chaque mois, on fait ça, une reconnaissance, une reconnexion à soi, son côté féminin sacré. Et puis, on fait une cérémonie avec le feu sacré, puis soit avec les tambours, avec les Tewigans, et puis à chaque mois. Et ça, dans ce temps-là, ça se fait à Saguenay ou à Roberval ou à Alma, ou c'est vraiment Oui, centré? habituellement, on faisait les 3 centres mamiques, puis on allait chez Plume Blanche, qui est un site culturel OK. que nous, on fait affaire souvent avec M. Claude Boivin à Plume Blanche, OK. qui est extraordinaire. Il y a des tipis, il y a des tentes, des chapitoines, des chalets. C'est quand même une belle place où est-ce qu'on peut aller se ressourcer puis s'outiller. OK. C'est à 5 km de Roberval. C'est OK. c'est vraiment adapté, culturellement pertinent. Les centres mamiques, est-ce qu'il y en a d'autres au Québec? Est-ce que c'est uniquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou est-ce qu'il y a d'autres? Les centres mamiques, c'est uniquement au Lac-Saint-Jean. Dans les OK. autres centres, il y a des centres d'amitié, il y a partout un peu au Québec, là. Oui, parce qu'avant, effectivement, au Saguenay, c'est comme ça que ça s'appelait, le Centre d'amitié autochtone. Oui, Puis là, ça a changé. oui. Qu'est-ce que ça veut dire, mamique? Tous ensemble en milieu urbain, là. Ça OK. offre des services. OK. Parce que dans le fond, c'est ça. Comme tu nommes, c'est vraiment pour favoriser à ce qu'ils soient soutenus, dans le fond, les gens autochtones dans les milieux urbains quand ils sont en ville, versus quand ils sont en communauté, dans la communauté, en fait, déjà. Ouais. Là, dans ce temps-là, il y a d'autres services aussi, bien entendu. Oui. Là, mais là, ça, la mission de Mamique, c'est vraiment en milieu urbain. Oui, offrir des services culturellement pertinents C'est ça. à toute Première Nation qui vient demander de l'aide. Exactement. Avec leur spécificité, là, justement. Ouais. Prendre Ouais. l'approche, comme tu dis, un peu holistique. Oui. Puis, on en est où par rapport à la réalité autochtone versus les non-autochtones? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on en est? Puis on a le droit de remonter dans le temps pour que tu Ouais. puisses m'expliquer. Parce que pour savoir où on va, il faut souvent savoir d'où on vient. Exactement, c'est ce que je disais précédemment. C'est sûr que où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est à apprendre à se connaître, à se côtoyer. On est comme vraiment quand on parle de vérité et réconciliation, c'est pas juste les Premières Nations, c'est avec les Allochtones, parce qu'ils font partie de la solution. On cohabite ensemble, il faut travailler ensemble. Quand tu dis les Allochtones, ce sont les personnes qui ne sont pas autochtones. Exactement, C'est ça, un en peu fait. comme toi. Exact comme moi, c'est ça, dans le fond. Dans le fond, fait que nous, on va pas dire, mettons, un blanc. Non. On va dire un allochtone. Oui. OK. Ou un non-autochtone. Un anglophone, un francophone, après un autochtone, un allochtone. Exactement. Puis là, je présume que justement, là, tantôt, on parle des Premières Nations ou des Autochtones. On dit pas Amérindiens, Indiens, on dit plus ça, là. Ben, Amérindien, oui, un peu encore, Ça mais dépend de où. Indien, surtout pas, là. Mais la loi,
du ministère des Affaires indiennes, sur nos cartes de statut, notre carte de statut autochtone, Encore? c'est encore marqué comme ça. Ça tend à changer, j'espère. Ah oui, c'est long. OK. Mais là, justement, remontons dans le temps. Pourquoi, en fait, pourquoi on appelait ça Indien avant? C'était qui le mêlé, là? C'est Christophe Colomb qui s'est trompé. Il voulait aller en Inde et puis il est arrivé à Montréal. Puis là, il a vu des Premières Nations. Fait que, il s'est pensé que c'était des Indiens qui étaient en Inde. Fait que c'est comme ça qu'il les a appelés. C'est comme ça qu'il a écrit ces choses. Lui, il savait écrire comparativement aux Premières Nations. Fait que lui, il a décidé qu'il écrivait l'histoire, qu'il était le premier arrivé, alors que dans l'histoire, en tout cas, l'histoire du Québec est à refaire. Ils ont déjà commencé, mais bon, ça va prendre quelques années. Et tantôt, tu as commencé à introduire un peu justement, on est en train d'apprendre à se connaître de part et d'autre. Et justement, quand est venu... Qu'est-ce qui a amené l'initiative, de faire une journée de la réconciliation, de la reconnaissance, le port du orange? Pour des gens qui nous écoutent, qui ne comprendraient pas encore ou qui auraient besoin d'en apprendre davantage, comment ça se fait qu'on est arrivé à ça? Bien, il y a eu, au niveau des pensionnats, il y a eu beaucoup de choses au niveau de l'histoire là, qui partent de 1800 quelque chose. Puis là, je ne les nommerai pas parce qu'on n'aura pas assez de temps. Là. Mais quand même, on va partir des pensionnats. Où est-ce que c'est là où est-ce ça a commencé, où est-ce qu'on en entend le plus, mais sans nécessairement connaître toute l'histoire. Il y a quand même plus de 150 000 enfants qui ont été enlevés leurs parents pour être placés dans des pensionnats externes. Souvent, les enfants ne revoyaient pas le parent pendant des mois. Là. Comme moi, ma mère est partie la première fois à 6 ans. Elle était à Fort-Georges, mais c'était un mois de bateau pour s'en aller là. À partir de Mastoyache, aller là. Fait qu'elle a pensé que ses parents l'avaient abandonnée, il l'aimait plus. Fait que, tu sais, c'est 10 mois sans voir ton parent. Tu sais, c'est tous les sévices de toutes les formes qu'elle a vécues, comme plusieurs autres dans les pensionnats. Tu sais, c'est comme... ma grand-mère, elle a 14 enfants. Mais tu sais, tu te ramasses du jour au lendemain, tu as des enfants, puis pouf, la maison est vide parce qu'ils sont tous partis. Exact. Fait que, tu sais, c'est un déracinement total. Il y a eu beaucoup d'impacts, beaucoup de conséquences, beaucoup de blessures reliées à ça, qu'on vit encore aujourd'hui parce que ça a fait un transfert intergénérationnel. C'est clair, absolument. Ça s'est répercuté. Oui, puis sur plusieurs générations avant et plusieurs générations après, là, quand Mais mettons qu'on replace un peu le contexte, justement, qu'est-ce qui a amené tout ce phénomène des pensionnats? Tu me diras, en fait, si je m'égare ou si c'est bien ça. Effectivement, on remonte dans les années 1800, là. Ça décolle de là. Où est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'il y avait un partage de ces terres? Puis là, plus on a avancé, plus il y a eu colonisation, assimilation, retrait. Où est-ce que là, ils ont voulu comme... Ben moi, dans ce que j'en comprends, c'est que quand les pensionnats sont arrivés, la question, c'était on va régler ce problème-là une fois pour toutes. Il y a deux choses dans ce que tu nommes. Il y a on a voulu comme un peu tasser les Autochtones parce que les Autochtones, eux, la terre-mère appartient à tout le monde. C'est pas ma maison, c'est pas mon char, c'est pas ma terre, ça appartient à tout le monde parce que c'est la terre-maman qui donne la vie avec les plantes, les animaux, avec l'eau, fait que c'est comme à tout le monde. Fait qu'eux, il n'y avait pas le principe de dire, la capitalisation. Non. Comme on fait de l'argent puis on s'enrichit, là. Fait que c'est ce qui a fait que créer un peu les statuts de réserve. On va les tasser, puis on va les mettre dans des réserves, puis ils vont rester là. Puis ils vont, on va leur donner un territoire. Je fais une petite parenthèse, comme si on regarde avec la communauté Kidiganzibi, qui est une communauté algonquine dans le coin de Maniwaki. Ils devaient mettre les 9 communautés autochtones là, dans la même place. Mais ils n'avaient pas les mêmes habitudes, les mêmes choses, les territoires, la chasse. Fait qu'ils avaient tout mis là. Finalement, ils sont repartis sur le territoire. Ça a créé les réserves. Il y en a trop francophones, 6 anglophones. Mais ils sont repartis sur le territoire. Mais c'est ce qui fait que, mettons, que Kidiganzibi, la communauté, elle est plus grande que les autres communautés. Parce qu'il y a eu un amalgame, si on veut, on est ça, c'est un bon exemple, facile à comprendre. Tu sais. OK, c'est ça. Comme si ils étaient tous pareils. Oui. Alors que c'est pas ça. Là. Puis pour revenir au pensionnat, pourquoi ça a été créé? C'est parce que le gouvernement voulait faire l'assimilation des Premières Nations. C'est ça. C'est les dissoudre, puis il fallait avoir un statut parce que c'est comme s'il n'y avait pas de statut. On était juste des Indiens à l'époque.
Fait qu'on était des sauvages, puis Ben, c'est comme comme ça, ça il y qu'ils avait les moins de appelaient, puis il y valeur. a moins de valeur, c'était comme Que bon ça à sens. l'époque. Fait qu'on va essayer de les civiliser, de les éduquer pour en faire des bons citoyens. Puis on va, fait que c'est comme ça a commencé, là. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, Oui, tout à mais fait. Mais je pense que ça explique. Puis là, après ça, en fait, effectivement, il y a eu plusieurs. Tu sais, quand il y a eu après ça aussi toute la saga en lien avec les femmes, ouais, toutes les victimes de violences ouais. sexuelles, et quand quand ils ont retrouvé aussi Les les enfants, à enfants. Kamloops, ça a commencé. Puis là, ils sont en train de regarder au niveau du Québec, à certaines places, ils sont en train de regarder pour commencer des recherches là, de fouilles pour des enfants qui ne sont jamais revenus C'est à la ça. maison. Parce que c'est depuis les années 2000 non, 2000, 2020, 20, qui a été, il y a eu la mort de Joyce Echaquan, oui. puis il y a eu la journée où est-ce que le gouvernement a reconnu la journée Vérité et Réconciliation. Et ça va amener un début de changement. Oui. Est-ce que vous voyez effectivement dans les communautés auprès des Autochtones que cette journée-là a amené un changement ou comment Oui, ça se vit ben actuellement? moi, je vois, c'est sûr que je suis sur le terrain, moi, je vois, ça a mis en lumière des difficultés qu'il y avait, qu'on se préoccupait pas des Premières Nations. Ça met en lumière certaines problématiques, puis à mieux comprendre aussi ce que les Premières Nations pouvaient vivre. Puis ça a fait en sorte que, bon, ben, il y en a qui ont pris conscience, disent, hey, mais moi, j'étais pas là quand les enfants ont les enlevés, mais j'étais pas là quand je les ai agressés sexuellement. Mon Dieu, j'ai hâte, j'entends des non-autochtones dire, j'ai honte de ce qu'on a fait aux Premières Nations, puis tout ça. Oui, oui. Mais là, je lui dis, c'est beau, c'est bien d'en prendre conscience, mais on peut pas rester là-dedans. C'est tenir compte du passé, pour être capable de voir dans le présent, puis s'orienter vers le futur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble Exactement. pour travailler ensemble, collectivement, tu sais. Mais puis quand on a eu des échanges ensemble aussi quand tu as animé justement aussi des séances de réconciliation, mais au niveau avec les Autochtones, où est-ce que tu abordais un peu la même vision qu'avec les gens qui sont pas autochtones, que on veut faire du sens, on veut soigner, mais on veut pas rester dans le trauma non plus. Ouais. Sinon, on fait juste maintenir les blessures. Exact. Fait que Exactement. comment on peut Ça veut faire pas dire pour, oublier, ça veut non, pas dire. non, pas du tout. Ça Pas veut pas. oublier, mais tenir compte. Exact. Mais oui, on a les ex-pensionnaires qui ont été dans les pensionnats, c'est des survivants. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont jamais revenus. C'est pour ça qu'il y a été une journée, le 30 septembre, qui a été une journée dédiée à ça. Mais c'est le fait aussi que on va aller de l'avant avec plusieurs, je dirais, dans des activités OK. pour de sensibilisation. Puis là, il y en a de plus en plus. Et là, en février, est arrivé quand même quelque chose d'extrêmement important. Oui. En février 2024, je pense que c'est important qu'on le souligne et qu'on le nomme parce que ça va faire partie justement de cette reconstruction de l'histoire, effectivement. Aussi. Ça me touche. Je trouve ça bien, tu sais, qu'enfin, parce que, ouf, on a de la job à faire, là. Oui. Là, en février cette année, la Cour suprême a reconnu les droits de la protection de la jeunesse et les droits de l'enfance qui pourront être gérés adaptés culturellement par les communautés. Exactement. C'est quoi les grandes distinctions, justement? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Comment on peut justement aller créer cette confiance-là, réduire la méfiance pour qu'on puisse être ensemble dans le... Mais si on tient compte un peu comme des pensionnats, les Premières Nations disent les pensionnats, c'est des enleveurs d'enfants. Quand les pensionnats ont fermé, la DPJ a rentré, étant donné que les parents n'avaient plus d'enfants, pouf, il y avait des enfants. Il y a beaucoup de familles qui ont fait des dépressions, ont tombé dans l'alcool, ils ont eu des problématiques. Quand les enfants revenaient ou sont revenus, bien là, ça a amené un paquet de problèmes. Puis il y a eu beaucoup de placements d'enfants qui ont créé d'autres problèmes encore aujourd'hui. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, avec la C-92, la loi qui est la protection de l'enfance, c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a toute une façon d'intervenir qui est adaptée culturellement aux Premières Nations. Fait qu'on, au lieu de dire, bon, ben là, il y a un problème, il y a un signalement qui est rentré, ben là, je vais évaluer vite fait, on a tant de jours, après ça, on a 30 jours, on va saisir le tribunal, on va placer l'enfant.
La différence, c'est qu'en C92, c'est qu'on va faire l'analyse, puis on va faire souvent des conseils de famille tout de suite. On va demander aux familles. Au lieu de saisir un tribunal, on va faire des conseils de famille pour discuter du problème avec la famille, pour trouver des solutions ensemble. C'est fait qu'on va entendre tout le monde, puis on va vraiment prendre le temps d'évaluer dans tout le contexte, dans toutes les sphères de vie. Fait que En même temps, tu dis ça, puis je trouve que ça serait tout à fait pertinent de faire ça aussi Ouais. Avec les avec n'importe quel. On s'entend que c'est colossal parce que actuellement, la protection de la jeunesse, c'est énorme le travail qu'ils font. Ils sont débordés. Oh, Ils ont des dossiers. j'ai travaillé là pendant 10 ans. Je connais l'envers du décor. Je trouve qu'ils jouent Effectivement, beaucoup c'est. aux pompiers. Ah oui. Ils peuvent pas dire, ben, je fais un suivi, puis je pars du point A, puis je vais jusqu'au point B, puis bon, le problème est résolu, puis on espère, mais tu sais. Faut que je prenne le temps, tu sais, pour changer, il faut que je prenne le temps de te connaître, de créer un lien de confiance. Je lève mon chapeau. Puis le temps, ça prend pour faire des rapports, faire des évaluations. Exact. Perdre du temps au tribunal, tu te présentes là à 9h30, tu passes à 2h. Exact. C'est toutes ces choses-là. Alors qu'avec la C92, oui, il va y avoir quand même parfois aller au tribunal. Bien C'est sûr. On n'a pas le choix. Agression sexuelle, violence physique, c'est sûr qu'on tout de suite on retire l'enfant, puis on saisit le tribunal. Mais on va outiller les parents avec leurs problématiques à eux. C'est comme Exactement. Psychosocial général, pas juste enfant, c'est le parent, mais aussi avec toute l'approche culturelle qu'on va aller chercher, qui est différente dans le milieu alloctone. Parce que la protection de la jeunesse actuellement doit faire ça, mais on ne peut pas faire ça. Ils sont trop débordés. Ils ont des fois 25, 30 dossiers. On n'a pas les moyens de faire. C'est déjà, puis c'est compliqué, tandis que il va falloir engager beaucoup d'intervenants en protection de la jeunesse avec la C92 parce que si on regarde au niveau des familles qui ont beaucoup d'enfants, si on fait des conseils de famille, il va y avoir beaucoup de monde assis à une table. Fait qu'il va falloir réduire le caseload des intervenants. Absolument. C'est ça. Fait qu'on est en arrivage. C'est une gymnastique. Tout un défi. C'est tout un gros défi. Oui. Absolument. Tu parles de l'approche holistique. Tu parles de les aspects culturels. Je trouve ça... moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont inspirantes, que moi, je trouve qu'on peut tellement apprendre l'un de l'autre. Et je suis toute oui, je suis vraiment ouverte, j'adore ça, la roue de médecine, ces choses-là. Je trouve tellement que c'est un apport intéressant que j'ai pas eu, moi. On m'a pas appris ça, j'ai pas eu beaucoup ça, de part de où moi je viens, bien entendu, mais je trouve que c'est intéressant et qu'il y a vraiment un partage de connaissances. J'aurais envie de t'entendre un peu là-dessus. Tu sais, toi, quand on parle du transgénérationnel, de l'esprit de communauté, de l'aspect spirituel, comment ils vivent ça, justement? Comment vous vivez ça, en fait? Ma question est plus ou moins claire, je trouve, mais peut-être que tu comprends l'essence de ce que je veux dire. J'ai envie de t'entendre sur ces plus-values que je trouve qui sont à bonifier et qu'on pourrait vraiment profiter davantage. C'est ça, je vais faire une petite distinction. Il y a les communautés, peu importe au Canada, chacun, même si on est, mettons, une communauté Atikamekw, il y a plusieurs communautés Atikamekw, ou Innu, ou Algonquin, ou peu importe, mais chacun a leur distinction par rapport à leur communauté au niveau culturel et spirituel. Je comprends, effectivement. En partant, on n'a pas toutes la même chose. Il y a des communautés ils ont perdu beaucoup au niveau culture, spiritualité, de par les pensionnats. OK. Si on regarde, mettons, là, je parle pas pour ma communauté parce que je suis à MSTH, mais de plus en plus, on commence à parler Innu, ça va comme de mieux en mieux. Mais si on regarde avec les Atikamekw, eux, ils parlent vraiment leur première langue, c'est Atikamekw, après ça, français. OK. Alors que, mettons, chez les Innu, c'est plus Amastoyage, c'est plus français, puis un peu Innu. OK, mais ça revient. Oui, ça revient tranquillement parce qu'on est en train de donner des cours de langue. Les enfants au primaire, maintenant, ça en vient pas mal bon. Ça commence dès la garderie, primaire, secondaire. Mais là, les gens de ma génération ou d'autres, on ne connaissait pas la langue. Ma mère, même qui est rendue à 78 ans, ne connaît pas sa propre langue parce qu'il n'y avait pas le droit dans les pensionnats. Il était puni. Fait que ça, tranquillement, ça revient. Exact. Puis, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à la culture, à la spiritualité? C'est comme, avec l'approche holistique, avec la roue médecine,
c'est pas la terre qui nous appartient, c'est nous qui faisons partie un peu comme de la terre, comme les animaux, les pierres, les plantes, les oiseaux, les animaux de la mer. Tu sais, c'est comme un tout, on fait partie d'un tout. On n'est pas en haut, Non, on est dedans. on est dedans. On est tout le monde On est ensemble, dedans. fait que c'est ce Fait que c'est respect-là. différent. Puis on travaille avec, comme attends, moi j'utilise beaucoup le Tewigan. Le Tewigan, c'est le tambour. Souvent, c'est comme un instrument de guérison qu'on utilise. On l'a aussi pour les powwows, on l'a quand ça va bien, quand ça va pas bien, on fait des séances de guérison, on l'utilise. Moi, je l'utilise en intervention parce que parce que le Tewigan, pour nous, les Premières Nations, c'est que ça représente un peu le premier son. Dans le ventre de ta mère, le premier son que tu entendais, c'est le battement du cœur de ta mère. Ah, c'est tellement bon. Fait que J'adore quand on ça. prend le Tewigan, on le prend souvent de la main gauche pour la connexion au cœur. OK. Puis là, on ferme les yeux. Puis on joue. Fait que quand tu as quelqu'un qui va pas bien, on peut le recentrer. Tu sais, c'est simple. Tu n'es pas obligé d'être prof de musique pour utiliser un tambour. Tu peux en Absolument. acheter un, tu peux t'en faire un, puis tu peux ramener. Et ça parle. Mhm. Plus que de dire, là, tu vas te calmer, tu vas gérer tes émotions, blablabla. Mais non, tu sors le tambour puis on cogne un peu dessus. Là, tu fais comme, là, tu sors le Tewigan, flou, tu sors la sauge, ça va pas bien. Ça va pas bien. Oui. Ça calme. Oui, parce que les plantes, effectivement, c'est vraiment utilisé, là, les plantes justement. médicinales. Dans les cérémonies de femmes aussi, on va boire beaucoup de la tisane de cidre, qui est la médecine des femmes. On va utiliser le foin d'odeur pour au niveau de la médecine des femmes. Il y a beaucoup de choses qu'on... Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui viennent des plantes, là, je veux dire, à la base. Là. Fait que, tu sais, c'est... Fait qu'on va beaucoup chercher tous ces éléments-là qui vont créer une sécurisation culturelle, qui va créer le lien, qui va... C'est ça qui est... C'est la différence. T'sais, souvent, tu vas rencontrer ton psychothérapeute, ton intervenant. Bon, parfait, merci, on vient à votre rendez-vous, asseyez-vous. Nous, on commence. Tu veux-tu un café? Tu veux-tu une tisane? Tu veux-tu une petite barre tendre? On va se mettre à jaser. On va créer le lien. On va faire la connexion. Mais certains vont le faire aussi. Mais c'est pas dans... C'est ça, c'est pas nécessairement généralisé. Oui, non, c'est pas généralisé. Mais souvent, on est by the book. Tu as un client, dans 50 minutes, 1 heure, c'est l'autre. Exactement. En contexte Première Nation, je sais à quelle heure que je commence, mais mets-toi une bonne marge de manœuvre là, pour être capable. Je vais mettre un rendez-vous, mais je vais l'extensionner. Je mets toujours comme genre 2 heures. Parce qu'il peut arriver en retard un petit peu, ou il arrive à l'heure, mais là, on vient pour une chose, whoop, il sort d'autres choses, whoop, il y a un autre problème. Fait que c'est du multi-problématique souvent, puis c'est du... Absolument. Puis en tenant compte, j'ai toujours en arrière que souvent, la plupart de notre clientèle, c'est du multi-problématique, multi-trauma. Oui. Ben, je ne ferai pas 50 minutes prochain rendez-vous, à moins que ce soit pour une demande de logement ou une pièce d'identité, j'ai un formulaire à remplir. Je comprends. Mais quand tu rentres dans du trauma, on rentre dans des choses, un suivi en situation de violence conjugale, où j'ai une jeune femme qui vient pour... elle a été agressée sexuellement, puis elle a besoin de ventiler. Ben, je vais ventiler, puis je vais prendre des notes, puis on va écrire l'histoire. Fait que ça va se passer sur plusieurs rencontres, parce qu'on fait une déposition pour la police. Tu peux n'en faire qu'une, pas dire je vais rajouter des choses ici ou ça. Non, tout à fait. Ça comprend le temps, parce que dans les émotions, les pleurs, il y a une façon, une technique qu'on fait aussi pour rassurer avec le Tewigan, avec la sauge. C'est pour ça que des fois, c'est long. Je trouve que c'est enveloppant, je trouve que c'est chaleureux, je trouve que ça amène la connexion, je trouve que c'est... C'est ça que je trouve que moi, j'ai intégré des choses tranquillement dans ma pratique en faisant des constellations familiales où est-ce que j'étais en contact avec le tambour. Oh my, là, je me suis dit, on est ailleurs, là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, c'est vraiment, faut vraiment le pratiquer puis le vivre. Absolument. Pour comprendre, puis même les non-autochtones qui viennent, puis on le fait. Là, puis mais justement, Dorothée, je t'écouterai pendant des heures. J'aimerais te réinviter pour qu'on parle justement de toutes ces approches que je trouve tellement inspirantes. Si je résume avant qu'on se quitte, ce que je comprends, c'est qu'on travaille, on débute un travail de réconciliation. Ouais, tout à fait. Pour apprendre à se connaître mutuellement, il ne faut pas travailler en individuel, il faut qu'on ose venir se rapprocher, puis que si je dis quelque chose qui est maladroit, on puisse se reprendre pour que j'apprenne à ce que plus je vais te connaître, plus je vais avoir de connaissances, plus je vais donc comprendre et être empathique. Et là, on va se comprendre mutuellement. Exactement. Et ça veut donc dire que les services que vous avez, les non-autochtones peuvent aussi venir pour rentrer en contact. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être possible? Tu parles par les centres mamiques ou en général? Par les centres mamiques, puis tu pourrais me dire en général. OK.
Les centres mamiques, nous, on travaille beaucoup en collaboration avec plusieurs partenaires, je te dirais, un peu comme tout le monde, comme un CLSC. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Puis pour les communautés autochtones, la même chose aussi, sauf que dans les communautés, ils ont des services au niveau culturel, ils ont des powwows, ils ont des choses comme ça, où est-ce que c'est justement pour favoriser l'inclusion, puis comprendre l'autre, vivre une expérience, et puis tout ça. Bien, super. Merci tellement, Dorothée, d'avoir accepté mon invitation, d'être venue prendre le temps qu'on ait cette discussion-là parce qu'elle est nécessaire. Je pense qu'elle va devoir continuer à avoir lieu encore et encore pour que, éventuellement, on soit tous ensemble. On est sur la bonne voie. Absolument. Merci. Merci. Niaut. Yao. Niaut. Niaut. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Merci d'avoir été avec moi. Si c'est possible pour toi, mets des étoiles, suis le podcast. C'est une façon de faire connaître le balado et c'est vraiment pour moi ma paye. Si de ton côté, tu as envie d'aller plus loin dans les sujets qu'on aborde dans mon balado, sache que j'offre des webinaires et des formations qui sont disponibles en ligne sur girardcynthia.com et tu as aussi une vaste d'outils gratuits. Alors, tu peux te rendre, explorer le tout et peut-être que tu vas avoir réponse à tes besoins. À bientôt!